Et maintenant, parlons un peu du futur. Parlons un peu du futur, même si j'ai un peu commencé à le faire. D'ailleurs, j'ai empiété. Mais voilà, par rapport à cette hiérarchie offensive, c'est vrai on peut se poser des questions par rapport à Ja Morant. Alors, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le cas Ja Morant est un peu un des dossiers de l'été? Personnellement, je ne pense pas. Je sais qu'il y a eu un peu des rumeurs, il y a quelques temps, qu'il y a ces affaires un peu extra-sportives, mais quoique il me semble qu'elles ont été un peu réglées en termes de procès ou je sais pas quoi. Mais je pense pas qu'on ait un Ja Morant qui soit sur la sellette, à mon avis. Je pense pas que ça va être pour cet été du tout. Pour dire en termes de contrat, il est encore sous contrat jusqu'en 2028. Voilà, il est encore jeune, même encore très jeune. J'ai dit, c'est un chapeau 1, pas un des meilleurs chapeaux 1 de NBA, mais c'est un chapeau 1. Je pense que tu te sépares pas de ce mec-là pour rien. C'est un vrai bon créateur offensif qui, j'espère, peut encore s'améliorer avec une meilleure optimisation. Donc, voilà, premièrement, est-ce que Ja Morant va être échangé cet été? Je miserais quand même plutôt sur non. Surtout d'ailleurs, enchaînant également, par rapport à la question du coach, qui évidemment a été, on en a beaucoup parlé cette saison, en fin de saison. On avait expliqué pendant 20-25 minutes quand il avait été licencié. Que va-t-on faire avec le coach? À mon avis, on est parti pour rester ainsi. C'est-à-dire que je pense qu'une des motivations de changer de coach à un mois des playoffs, ou même pas, de virer le Tyler Jenkins et d'embaucher, en tout cas, pardon, embaucher, de donner les rênes à son assistant, qui est Thomas Isao, si je le dis bien, j'espère que ça y est, enfin je le dis bien. Voilà, je pense qu'une des motivations, c'était aussi de le tester avant l'année prochaine. De dire de toute façon, Taylor Jenkins, on va pas continuer avec lui. Donc, plutôt que juste de donner les rênes à Isao l'été prochain sans aucune expérience, on peut le tester au moins sur la fin de saison, qui commence un peu à avoir une expérience, qui commence à être dans ce rôle-là, etc. Donc voilà, je pense que, à mon avis, si je devais parier, je pense qu'on va continuer avec ce coach-là. Je m'attends pas à ce qu'il y ait une recherche de nouveaux coachs sur le marché, quoi que ce soit, ou sauf si, je sais pas moi, il y a un coach d'élite qui d'un coup devient disponible et tu te dis pourquoi pas, mais non, je pense pas. Et donc je parle aussi de ça parce que, à mon sens, c'est un peu lié au dossier de Ja Morant. On a parlé, cette attaque sans écran qui a été un peu peut-être un des problèmes de la saison en termes de vestiaire et en termes de tactique peut-être. C'est sans doute une des motivations qui a fait qu'on a viré Jenkins et son assistant qui avait apporté cette attaque. Ok. Donc je pense que tout ceci est un peu lié et que on a mis qui est un très jeune coach en plus, Isao. Alors c'est Isao ou l'Isao, je sais jamais. Bref, je m'excuse. Non, mais qui était quand même beaucoup plus axé pick and roll. Voilà. Son attaque au Paris Basket était décrite par certains un peu hipsters de tactique américains, un peu comme révolutionnaire. Moi, j'avoue, je n'ai pas suivi, donc je pouvais pas dire. Mais on entendait quand même beaucoup de choses très très bonnes par rapport à ça, même outre-Atlantique, pardon. Donc, je pense qu'il y a un aspect où c'est un jeune coach qui est plutôt axé pick and roll aussi. Donc, en fait, ceci est lié en ce sens où je m'attends plutôt à ce qu'on garde ainsi et Ja Morant et ce coach-là pour dire, allez, essayons un peu de cette manière. Paradoxalement, ça peut paraître bizarre parce que c'est quand même la star de l'effectif, mais essayons de le remettre un peu plus au centre du projet, ou en tout cas de lui redonner certains aspects qui auraient pu être cool. Même si, parenthèse d'ailleurs, je crois que quelqu'un l'a dit, là, un analyste tactique que j'aime bien, côté Memphis, qui a dit, mais c'est un peu bête parce que paradoxalement, l'attaque, la circle offense, l'attaque sans écran, c'était très cool. Et c'était fait pour justement battre des équipes de type OKC qui sont très bons pour surcharger le terrain, pour aller dans tous les sens. Justement, quand tu as une équipe qui est assez proactive et agressive sur sa rotation, qui dézone par rapport à tel ou tel shooter, l'intérêt d'avoir cette attaque sans écran, c'est que ça tourne partout, tout le temps, les mouvements de joueurs off-ball. Et donc c'était fait pour battre un peu ce type de défense, mais bref, fermons la parenthèse, puisqu'on n'a pas eu jamais vraiment ça. Mais voilà, je m'attends à ce qu'on garde le coach, qu'on garde Ja Morant et qu'on lui donne plus de pick and roll. Là, pour vous dire, c'était l'équipe qui faisait le moins de pick and roll en NBA cette saison. Alors, vous avez sans doute déjà entendu parler de cette stat, on en a déjà parlé sur Basket Lab. Mais c'est vrai que là où c'est un peu atypique, c'est que d'habitude, les équipes qui font très peu de pick and roll, on a deux exemples. C'est soit Denver, mais parce que Denver, c'est Nikola Jokic, donc c'est un joueur ô combien atypique. Voilà. L'autre exemple, en général, toujours qui est premier ou deuxième en termes de le moins de pick and roll possible en NBA, c'est les Warriors. Et là encore, Warriors, c'est particulier. C'est Stephen Curry, un modèle qui a encore jamais été répliqué lui aussi, qui est en plus dans une motion offense, donc pas tant que ça, à miser accès pick and roll frontal, etc., etc. Donc en un sens, c'est vrai que c'était un peu bizarre de retrouver Memphis dans cette catégorie. C'était le plan, c'était un plan un peu audacieux, qui je pense a pas si mal marché que ça d'ailleurs. L'attaque était élite cette saison. Un peu dommage de pas l'avoir vu totalement optimisé, peut-être on peut dire. C'est-à-dire
l'attaque sans écran, mais avec plein de bons shooters et de bons joueurs. Un peu dommage ça, mais voilà. Donc pourquoi pas revoir aussi plus de pick and roll l'an prochain. Je pense que c'est pour ça qu'on va regarder un peu coach et Ja Morant. Et également, à quel point, au-delà de cet aspect pick and roll qui est le premier, à quel point la question du coach peut pas aussi entraîner un questionnement par rapport à l'identité de cette équipe. Au-delà même de écran versus sans écran, au-delà même de ça, il y a quand même un aspect sur lequel Memphis était particulier depuis l'arrivée de Jenkins. Taylor Jenkins, c'était que c'était une équipe qui jouait le fameux jeu des possessions. Alors, qu'est-ce que le jeu des possessions ? Je peux prendre 30 secondes pour le réexpliquer. Grosso modo, on va pas essayer de jouer que sur l'efficacité. On va pas essayer de dire, bon, ben nous, on met nos tirs plus souvent que toi. Hein. Le basket reste un jeu de possession. Donc, grosso modo, tout le monde a à peu près le même nombre de possessions parce que dès que tu marques, la balle est rendue à l'adversaire. Donc, généralement, les meilleures équipes, les meilleures attaques, ça a toujours été les attaques qui mettent le plus de points pour le même nombre de possessions. Voilà, ça c'est très classique. Pour ça que l'efficacité est hyper importante à l'échelle d'une équipe ou d'un joueur. Après, c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on a des équipes qui tentent un peu ce jeu des possessions. Donc notamment Houston, Memphis, depuis Jenkins, on avait Toronto avec Nick Nurse aussi. Voilà, c'est un peu un aspect on va essayer de jouer sur précisément ce nombre de possessions. De dire, on n'a pas 100 possessions l'un et 100 possessions l'autre, on va essayer un peu de gratter là-dessus, et sans forcément être nous les plus efficaces, mais de dire, on va peut-être être légèrement moins efficace que l'adversaire, ou légèrement moins productif que l'adversaire en termes de points générés pour 100 possessions, sauf que, via des rebonds offensifs, on va s'offrir plus de cartouches, plus de tirs, plus de tentatives de tir, plus de possessions, via aussi, nous en faisant peu de turnover, ou alors nous, en créant beaucoup de turnover adverses, on peut jouer là-dessus et faire que, par exemple, même si on est un peu moins efficace pour le même nombre de possessions, si nous, on a 95 possessions et 95 tirs, et que l'adversaire n'en a que 75, mécaniquement, on va gagner. Bref, voilà un peu le résumé du jeu des possessions. C'est un peu jouer là-dessus, jouer un peu sur les marges, et faire en sorte que, précisément, ce nombre de possessions jouées, ce nombre de tirs, soit pas que des marges. C'est un peu l'idée. Bref, mais j'en parle parce que Jenkins, c'était ça. Jenkins, c'était totalement ça. Memphis, sur la période où lui était là, était une équipe qui jouait largement là-dessus. Hein. D'ailleurs, pour ça qu'on a toujours eu des gros pivots à côté de Jaren Jackson. C'est pour la défense, mais pas que. Mais donc, il y a aussi l'aspect, disais-je, d'être élite au niveau du rebond. Steven Adams, qui d'ailleurs, aujourd'hui, fait pareil côté Houston. Mais Steven Adams, à l'époque, à côté de Jaren Jackson. Ensuite, on a pris du Zach Edey. Voilà, je crois qu'il y a eu d'ailleurs un passage avec Jonas Valanciunas avant Adams, si je dis pas de bêtises. Mais grosso modo, depuis 2021, depuis qu'ils sont enfin compétents, enfin bons, ils sont 3e, 1er, 5e. L'an passé, tanking, on s'en fiche. Et de nouveau, 3e cette année au niveau du pourcentage de rebonds offensifs. Donc ils ont clairement été tout le temps top 5 quand Memphis a été bon. Hein, on enlève un peu les années de tanking et de reconstruction, on va dire. Ils ont toujours été très bons, élite même, avec Taylor Jenkins. Or, je pose la question, va-t-on forcément avoir cette même identité l'an prochain ? C'est pas dit. Vraiment, c'est pas dit. On n'aura peut-être pas forcément... On a un nouveau coach, donc il va peut-être aussi avoir sa philosophie offensive, qui va peut-être passer d'ailleurs par beaucoup plus de shoot, beaucoup plus de mouvements off-ball, avec des cuts, ou ce genre de choses, beaucoup plus de pick and roll, ça on l'a dit, donc je pense qu'il va falloir surveiller ça, mais pourquoi pas aussi peut-être que pour optimiser ses pick and roll, ou peut-être aussi que d'un point de vue philosophique et stratégique, lui, c'est pas son truc, le jeu des possessions, vu que d'ailleurs, parenthèse, Memphis, là où ça gâche un peu le jeu des possessions cette année, c'est que d'habitude, ils étaient très bons rebond, et ils étaient aussi très bons pour pas faire de perte de balle. Donc ils étaient très bons sur le jeu des possessions. Ils prenaient des rebonds en plus, donc des possessions en plus au rebond, offensif, mais en plus ils perdaient eux peu de ballons. Donc c'était cool. Là cette année on était un peu séparés en deux, où ils prenaient beaucoup de rebonds, mais ils commettaient aussi beaucoup de turnovers. Donc il y avait un peu un côté où tu grattais des possessions en plus au rebond, mais en même temps t'en perdais aussi de l'autre côté en perdant des ballons. Donc t'avais pas des tirs à la fin de ces possessions-là, évidemment. Donc voilà, il y avait un peu un clash de ce côté-là. Et oui, finalement, est-ce que vraiment le nouveau coach va vouloir perpétuer cette philosophie ? Pas forcément. Pas forcément. Et donc, ça aura aussi peut-être des conséquences d'un point de vue line-up. Est-ce que, nécessairement, on va continuer avec Zach Edey titulaire, par exemple ? Parce que, bon, c'est un choix du top 10. Je pense qu'il a fait une très bonne saison et notamment, il a beaucoup aidé de ce point de vue-là. C'est pas, voilà, il y a un peu la caricature de il est pas mobile, ça on a vu que aussi, totalement. Et la caricature de c'est juste un joueur de post-up à la fac et il va pas pouvoir faire des post-up autant en NBA. Non, on a vu qu'il a aidé sur plein d'endroits différents.
Mais voilà, est-ce que forcément, si imaginez Isao l'an prochain, il veut mettre en place une attaque de pick and roll, bah, peut-être qu'il va vouloir avoir un bon spacing pour ses pick and roll. Et donc peut-être que si non seulement lui le jeté possession il s'en fiche et que en plus de l'autre côté il veut du spacing pour ses pick and roll, et ben peut-être qu'il va jouer souvent avec des line-up ou Jaren Jackson et le poste 5 ou des line-up sans Zakidi. Et Zakidi va redevenir un backup, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est pas anodin ce changement de coach parce que ce sera à surveiller quelle philosophie on va mettre en place. Je pense qu'ils vont travailler un peu, le coach et le front office travailler ensemble. Je pense que le front office, il y a aussi des mecs dans les mecs dans les bureaux qui réfléchissent, j'allais dire, mais voilà, clairement le choix de Zakidi c'est dans cette philosophie là. Donc est-ce que tu es prêt à te déjuger à peine un an plus tard en mode bon, on a fait ce choix qui nous a coûté cher parce que c'est quand même un 9e pick de draft, hein, et finalement on va basculer sur toute autre chose l'an prochain? Je ne sais pas, mais à mon avis à surveiller. Donc d'un point de vue projet et manière de jouer, c'est pas dit qu'on ait la même chose l'an prochain. Je m'attends quand même à plus de pick and roll, je m'attends à plus de Ja Morant un peu avec écran, mais est-ce qu'on aura toujours les mêmes line-up? Je ne sais pas. Est-ce que Jaren Jackson va pouvoir un peu s'améliorer au niveau de passing? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même ce truc en carrière. Alors, c'est un peu paradoxal, hein, c'est un joueur extrêmement intelligent en défense, mais ça se transpose pas en attaque, bizarrement. Pas côté Jaren Jackson, donc bref. Mais donc voilà un peu pour l'été. Après, c'est vrai que par rapport à ça, il y a un problème que j'ai énoncé, je vous ai dit, c'est le nombre de bons joueurs. Le nombre de bons joueurs qui est quand même pas génial côté Memphis. En un sens, ça dépend comment est-ce qu'on voit le truc, parce qu'on peut aussi lister le fait qu'il y a plein de noms différents. Voilà, il y a les titulaires, il y a aussi Scottie Pippen qui est devenu génial cette année dans son rôle un peu de sortie de banc, et même plus que ça on a vu, mais bref, donc Scottie Pippen, Santi Aldama au niveau de la rotation intérieure, plus Jay Huff aussi qui a été la bonne surprise, plus Brandon Clark, plus JJ Jackson, Vince Williams, même John Conchar qui peut faire des choses, on l'a vu. En un sens on peut se dire il y en a plein des bons joueurs, où il y a même plein de joueurs un peu gadgets, on peut dire, qui chacun peut avoir un petit rôle. Après, on se heurte aussi à la réalité des playoffs où les rotations se resserrent et que c'est peut-être parfois plus utile d'avoir 7-8 noms et de très bons acabis, plus que avoir 12 mecs qui peuvent jouer. Mais en fait, sur les 12, t'en as peut-être 6 qui, tu te dis, ah ouais, mais c'est quand même, ils sont pas parfaits, quoi. Ils sont un peu trop monotaches, ou il y a un peu trop un compromis, soit en attaque, soit en défense. Donc voilà, c'est peut-être une des leçons, et c'est vrai que là-dessus, moi, il y a un truc que j'ai un peu envie de défendre en Memphis. Je les vois souvent un peu attaqués en mode ils font n'importe quoi sur la draft, notamment. Là-dessus, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un peu il y a un échec qui a été un peu retentissant, parce qu'en plus, je crois qu'ils avaient dépensé pas mal d'assets pour l'acquérir, deux ou trois choix de draft. Ils se sont plantés sur Zaire Williams, qui était top 10 en 2021. Top 10, et je crois, je vais aller vérifier, mais ils avaient échangé 2 ou 3 picks pour monter en 10e place et l'obtenir. Ouais, voilà, c'est ça à peu près. Ok, ça c'est un échec. C'est un mec qui est top 10. Bon, ça d'accord. Après, du reste, je trouve que Memphis, au contraire, ça draft plutôt très bien. Il y a pas que des réussites non plus, mais il y a quand même pas mal de réussites. Si on prend depuis le début, bon, Jaren Jackson, il leur tombe un peu entre les bras. C'est le 2e meilleur prospect de la QV en 2018. Il leur tombe entre les bras, bon, tant mieux. Mais après, Ja Morant aussi, évidemment. Mais non, mais Desmond Bane, ils l'ont pris 30e, je crois, un truc comme ça. Ils en font un truc génial. Bon, je ne vais même pas vous faire l'offense d'énumérer tous les noms. Mais voilà, même ne serait-ce que les récents, les Vince Williams ou JJ Jackson, ok, c'est pas parfait. Mais pour des mecs draftés au 2e tour, c'est des joueurs NBA. Peut-être pas de playoff, et peut-être pas de niveau, je peux jouer 20 minutes contre OKC, équipe historique, mais c'est des bons joueurs. Même parmi des mecs qu'ils ont ensuite rééchangé, Jake LaRavia, qui a explosé cette saison, qui est devenu un vrai joueur de rotation cette saison avant d'être échangé. Voilà, c'est de la draft. Je trouve qu'on est un peu parfois sévère avec Memphis, où certes il y a eu 1 ou 2 échecs, retentissants, je ne sais pas, mais il y a des échecs. Par contre, non, c'est un peu injuste de dire qu'ils sont pas bons en draft. Par contre, ce qui est vrai, c'est pas la draft en elle-même. C'est le fait qu'on compte sur la draft pour pallier au manque et au départ de role-players et de vétérans affirmés et confirmés. C'est ça le problème. C'est pas... Parce que la draft en soi, leurs drafts sont pas si mauvaises que ça, hein. Même encore, hein, d'aller relancer ou choper un peu de nulle part un Scottie Pippen Jr. ou des trucs comme ça, c'est quand même pas mal du tout. En développement de joueurs, ils sont très bons. En draft, ils sont très bons. Alors oui, il y a des 2-3 échecs, mais vous voyez, même un David Roddy, qui joue plus du tout depuis qu'il a quitté Memphis, mais il jouait à Memphis. C'était un joueur de rotation dans une équipe de playoff.
il jouait David Roddy. Il n'y a pas tant que ça d'échecs retentissants. Le problème, c'est que c'est pas David Roddy. Le problème, c'est pas que David Roddy, drafté en fin du premier tour, soit pas devenu un All-Star sur l'aile qui te manquait. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu as laissé partir des mecs et que tu comptes surtout, et chaque année, tu comptes de plus en plus sur des jeunes joueurs draftés pour les remplacer. Pour moi, le problème est là. Parce que, pour le coup, David Roddy, 23e pick en 2000, combien 21, 22, je sais plus. Bah, ce qu'il a réussi à faire à Memphis, c'était tout à fait honorable. Et encore, on peut. Aldama, pareil. Brandon Clark, d'ailleurs aussi, pareil, même plus que pareil. Aldama et Clark, c'est quand même de sacrées réussites également en termes de draft. Et de mecs draftés plus bas. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de compter, de laisser partir au fur et à mesure des années, par rapport à l'équipe de 2022, Dylan Brooks, Kyle Anderson, D'Anthony Melton, Steven Adams aussi, du coup, de laisser partir tout ça et de se dire, oui, mais en fait, il y a des jeunes qu'on a draftés, qu'on vient de drafter même, qui sont pas encore, même pas encore NBA ou pas encore affirmés en NBA, qui vont les remplacer. Pour moi, c'est ça le problème. C'est pas la qualité du front office de draft, parce que je vais même dire, pour moi, c'est un des meilleurs. C'est un des plus compétents en termes et de draft parmi les joueurs un peu obscurs et de développement de ces jeunes joueurs. Le problème, en fait, c'est à l'étage au-dessus. C'est non pas le front office, mais les propriétaires, ou je sais pas exactement, mais qui sont un peu en mode non, mais il faut pas trop dépenser. Et c'est peut-être là-dessus, c'est un point central, on n'en discute pas assez, mais si vous savez comment marche en NBA, il y a ce qu'on appelle un salary cap, un budget salarial commun à tout le monde. Voilà, on peut pas dépenser sans compter, évidemment, ça vous le savez. Et puis il y a aussi des nuances, comme quoi il y a ce qu'on appelle les Bird Rights, donc à l'époque, la règle a été inventée pour Larry Bird, mais grosso modo, tu peux dépasser le salary cap pour prolonger ton propre joueur, qui a X années d'ancienneté, ou alors un joueur que tu as drafté, encore mieux. Et donc c'est vrai que en général, comment se bâtissent un peu les équipes, qui reconstruisent, je veux dire, et on peut prendre l'exemple d'OKC, tu as des jeunes, ok, tu blindes un peu avec des free agents, voilà, comme ça, tout le cap que tu as, tout le salary cap que tu as, tu le mets sur des free agents, et une fois que tu as ces free agents, à ce moment-là, tu prolonges tes jeunes en dépassant le cap. Alors que tu n'aurais pas pu faire l'inverse. Tu n'aurais pas pu d'abord prolonger tes jeunes et aller signer des vétérans ou des role-players ailleurs, parce que tu n'as pas le droit de dépasser le cap pour signer un nouveau free agent. Alors que tu peux dépasser le cap en signant tes propres joueurs, en prolongeant tes propres joueurs, qui est une facilité qui a été instaurée pour empêcher que les équipes éclatent et que les équipes puissent pas garder leurs joueurs. Et je pense qu'il y a un tournant qui a été manqué à l'époque en 2022, c'est que, alors pour des raisons financières, hein, évidemment, de pas vouloir justement dépasser le cap, parce que plus tu dépasses le cap, théoriquement tu as le droit, mais plus tu le fais, plus il y a ce qu'on appelle la luxury tax, et tu es taxé pour chaque dollar en plus. Donc techniquement tu peux dépasser, mais plus tu dépasses, plus tu es imposé là-dessus. Et donc, au final, il y a aussi l'argent réel, pas l'argent de construction d'équipe et de salary cap. Il y a l'argent réel que doit sortir le propriétaire en mode ah oui, d'accord. Moi, si on dépasse le cap pour payer lui 10 millions, moi, en termes d'imposition et de taxes, ça va me revenir à 40 millions. Je caricature, mais c'est un peu l'idée. Et je pense que le tournant a été loupé parce qu'on a laissé partir, encore une fois, on a Dylan Brooks, Anderson, Melton en 2022 ou plus tard, à l'époque où les jeunes étaient encore en contrat rookie. À l'époque où Ja Morant, draft 2019, était en contrat rookie. À l'époque où Jaren Jackson, draft 2018, était en contrat rookie. À l'époque où Desmond Bane, draft 2020, je crois, était encore en contrat rookie. Et en fait, ils ont loupé le coche. Parce que peut-être que le truc à faire, qu'ils auraient dû faire, c'était de soit prolonger ces vétérans, soit même d'en signer d'autres, ou d'en signer d'autres à la place. Et ce qu'ils ont fait, c'est que petit à petit, en fait, ils ont juste laissé partir ces vétérans avec donc des contrats un peu plus élevés et remplacé chaque année par des jeunes draftés qui sportivement n'étaient pas encore établis et qui contractuellement, oui, ils ont des petits salaires. Les salaires de rookies sont structurés. Voilà, tout ça est réglementé, c'est fait exprès. Mais clairement, il y a peut-être un tournant qui a été loupé parce que est-ce qu'on n'aurait pas une meilleure équipe aujourd'hui si ils s'étaient un peu blindés en mode on prend des role-players ou on prolonge nos role-players et ensuite on dépasse le cap avec les jeunes? Peut-être. Et en un sens, c'est un tournant qui a été loupé et une opportunité qui n'a pas été saisie. Mais j'en parle parce que, premièrement, voilà, niveau draft, c'est pas si mal que ça. Le problème, c'est pas la draft en elle-même, c'est pas la qualité de draft ou de développement de joueurs derrière. C'est le fait que ça soit un peu trop mis en avant et qu'on dépende trop de ça, plus que de vrais bons joueurs établis, free agent, vétérans. Et puis deuxièmement, c'est que ça révèle aussi pas mal de choses par rapport aux propriétaires. Et c'est vrai qu'encore une fois, nous on parle toujours en sportif, mais il faut aussi avoir conscience et connaître les propriétaires et en fait
les patterns, les schémas, les habitudes de chaque franchise. En l'occurrence, avec Memphis, on est sur une équipe qui financièrement n'aime pas dépenser. Voilà. Autant tu as des Clippers, autant tu as des Warriors, autant tu as des Boston actuellement qui, voilà, on a 100 millions, on dépasse de 100 millions le budget salarial, mais c'est pas grave, allez, on paye en taxes, on paye des millions en taxes, il n'y a pas de problème. Autant il y en a, ils veulent pas. Ils veulent pas, donc le tournant de 2022 a été loupé à cause de ça, et j'en parle, et je le rappelle, non pas pour le plaisir de raconter des histoires, c'est juste parce que ça s'est réappliqué cette année, en 2025, et ça va peut-être se réappliquer l'été prochain. Enfin, il y a eu la trade deadline, il y aura aussi l'été prochain, et même le futur encore après. Mais voilà, à la trade deadline, on a laissé partir Marcus Smart, bon, contre Bagley, mais parce que Bagley, on va pouvoir le couper cet été, et c'était un move financier. Mais clairement, il n'y a aucune raison de se séparer d'un joueur comme Marcus Smart, qui n'est pas parfait, en playoff surtout qui n'est pas parfait, qui n'était pas en grande forme et qui avait des blessures, etc. Mais c'est un move purement financier de se séparer de Marcus Smart. C'est un move aussi purement financier de se séparer de Jack LaRavia, de l'envoyer à Sacramento, alors que tu aurais pu juste le garder. C'était aussi un move financier par rapport à Jack LaRavia. Voilà, tu as quand même perdu 2 vrais joueurs de rotation qui étaient bons en février, qui n'ont pas été remplacés. Et donc, vous voyez qu'on retombe sur la problématique qu'on a évoquée déjà de bon, bah finalement, il était un peu court niveau rotation, quoi. Numériquement, il n'y avait pas assez de bons joueurs. Et pourquoi ? Parce que tu n'avais pas Marcus Smart et que tu n'avais pas Jack LaRavia, notamment. Pas que, hein, mais notamment. Et donc, pour l'été prochain, on peut aussi se poser la question de à quel point est-ce qu'on va être agressif ou pas côté Memphis pour essayer de combler les manques. Je vais pas en reparler, mais j'ai déjà parlé de quid au-delà de l'identité de jeu, mais de cette hiérarchie offensive. Est-ce qu'on peut rester comme ça ? Est-ce qu'on peut se permettre de rester comme ça au cas où on n'ait pas de progrès un peu spectaculaire qui sort de nulle part, niveau Desmond Bane ou niveau Jaren Jackson? Est-ce qu'on peut se permettre de rester avec ce type de hiérarchie offensive en termes de création en vue des playoffs, et pas pour la saison régulière, hein, mais en vue des playoffs et les plus hautes marches de playoffs? Est-ce que c'est assez en termes de création ou pas? Je ne sais pas. Et puis à quel point donc on peut être agressif ou pas, à quel point on peut renforcer l'équipe. C'est vrai que par exemple pour l'an prochain, ils sont déjà à 137 millions de salaire. 137 millions, et le salary cap projeté pour l'an prochain, sachant qu'il y aura un peu une hausse grâce au nouveau droit télé de 10%, je crois, la hausse a été un peu étalée, hein, ça va pas être tout d'un coup. Et donc le projeté, d'après Cleaning the Glass, est à 154 millions. Donc ils n'ont pas non plus des tonnes d'argent de marge de manœuvre, de salary cap, de cap space, d'espace de cap, on va dire. Donc 137 est projeté à 154, mais sauf que il y a aussi ce qu'on appelle 53 millions de cap hold. Alors, le cap hold, qu'est-ce que c'est ? Ici, on expliquait très simplement, et voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, le cap hold, H-O-L-D, c'est une somme bloquée. Et ça, c'est une somme qui est pour l'instant bloquée dans ton budget salarial sur des joueurs qui sont dans ton effectif et pas encore prolongés. Et grosso modo, ça te sert précisément à t'empêcher de faire complètement n'importe quoi. Voilà, je vous dis ce qui est bien avec les bird rights, les joueurs que tu as en ta possession et dont tu détiens les droits, tu peux prolonger le cap tu peux dépasser le cap pour les prolonger, c'est bien, mais le temps que tu le fasses, il y a quand même ce cap hold. Donc tu peux pas non plus te dire non mais alors je signe des tonnes de free agent et puis parce que j'ai tant d'espace, et puis à la fin, une fois que j'ai tout blindé, je prolonge mon mec, et voilà. Alors il y a quand même 2-3 limitations, et donc il y a un peu ce côté où pour empêcher de faire totalement n'importe quoi, par exemple, prenons un exemple très concret, prenons Luke Kennard, par exemple, qui est en fin de contrat, il a actuellement 17 millions de cap hold, c'est-à-dire qu'il appartient à Memphis, il est en fin de contrat, et tant qu'il n'aura pas été soit prolongé, soit coupé, il y a cette somme qui est plus ou moins bloquée. Voilà, pour éviter que les équipes fassent complètement n'importe quoi. Et en fait, c'est aussi pour poser un dilemme, pour dire, soit tu le prolonges et puis le cap hold s'en va, soit sinon, tu renonces à ses droits, et là, la somme disparaît. Mais sauf que, si tu renonces à ses droits, ensuite, tu pourras pas le signer en dépassant le cap. C'est tout l'intérêt des droits, des bird rights. Donc bref, voilà, c'est un peu compliqué. Bon, je vais vous donner un autre exemple, un exemple assez encore plus parlant. Si on prend le cas de Brooklyn, qui est le cas le plus extrême là-dedans cette année, l'an prochain, ils ont un salaire projeté de 63 millions à peine. À peine 63 millions, on a dit le cap était à 154, donc ils ont quasiment 90 millions presque 100 millions, pardon, de space.
tu te dis, ah ouais, ils pourraient signer plein de monde. Sauf qu'en fait, ils ont plein de gens qui sont en fin de contrat. D'Angelo Russell, d'Anthony Melton, Zion Williams, Cameron Thomas, Dayron Sharp, Trendon Watford, etc. Donc c'est que des mecs où, en fait, il y a un cap hold. Donc pour l'instant, ils n'ont pas vraiment, littéralement, 100 millions d'espace. Ils peuvent en avoir beaucoup d'espace, mais pour ça, il faut que soit ils renoncent au droit, et là, ils auront l'espace, soit qu'ils les prolongent les mecs, et ensuite, ils pourront le cap hold va sauter. Bref, on s'en fiche un peu de ça, mais grosso modo, pour vous dire, Memphis n'a pas tant que ça d'espace que ça. Voilà, si vous devez retenir qu'un seul truc, c'est que Memphis n'a pas non plus des tonnes d'espace pour l'été prochain pour signer des mecs. Parce qu'ils ont en tout 53 millions de cap hold. C'est-à-dire, ils ont des joueurs en fin de contrat. Le cap hold est calculé, c'est quoi, 120, 130%, je crois, du salaire d'avant. Bref, il y a une somme qui, pour l'instant, est bloquée en mode si tu le prolonges, enfin, tant que tu l'as pas prolongé, il y a cette somme qui est bloquée. Donc, on a 3 cas, surtout. On a Marvin Bagley. Marvin Bagley est à quasiment 24 millions de cap hold. Donc il y a 24 millions pour l'instant qui sont bloqués dans le salary cap de l'an prochain, tant qu'il n'aura pas été soit prolongé, soit coupé ou on renonce à ses droits. Lui, clairement, je pense qu'on va renoncer à ses droits et donc voilà, cette somme va partir. Après, il y a 2 cas plus compliqués. Il y a les cas de Luke Kennard, on a dit qu'il y a 17,5 millions. Ok. Et après, il y a Santi Aldama. Et Santi Aldama, en plus, il est restricted free agent, il arrive en fin de contrat rookie, donc tu peux le prolonger. Et le truc avec Aldama, c'est qu'il a un cap hold qui est pas si élevé que ça. Pourquoi ? Parce que il sort d'un contrat rookie. Donc, contrat rookie veut dire petit contrat, donc le cap hold est pas si grand que ça. Bref, pour l'instant, il a 12 millions de cap hold. Pour l'instant, il y a 12 millions qui sont, entre guillemets, dans l'idée, qui sont un peu gelés dans le budget salarial de l'an prochain. Tant que tu l'as pas soit prolongé, soit qu'il n'a pas signé un autre contrat ailleurs, soit renoncé à ses droits. Moi, je pense que tu as tout intérêt à le prolonger. Tu n'as pas envie de le perdre pour rien, contre rien. Mais sauf que voilà, quand tu l'auras prolongé, le cap hold va sauter, sauf que il y aura une somme. Il y aura même une somme qui, à mon avis, va être plus élevée que 12 millions. Donc voilà, Santi Aldama, tu as les droits. Tu pourras t'aligner sur n'importe quelle offre qui va recevoir. Mais ça va coûter de l'argent, évidemment. Il était que à 4 millions cette année. Rendez-vous compte, c'était extrêmement rentable. C'est un contrat rookie. L'an prochain, s'il est à 15, s'il est à 16, s'il est à 18 ou 20, bon, c'est une sacrée somme. Donc voilà, je veux dire, ça va pas donner tant d'espace que ça pour la free agency. Et après, il y a Luke Kennard. Luke Kennard, donc on a dit 17 millions de cap hold. Peut-être que lui, on va renoncer à ses droits. Peut-être, mais en même temps, Kennard est encore à ce point pression en fait pour Memphis parce que c'est un des seuls vrais bons shooters d'élite. Alors, il se fait aussi cibler de l'autre côté du terrain et c'est un peu un problème. Mais voilà, qu'est-ce que ferait Memphis sans le shoot de Kennard ? Déjà, on pensait que l'an dernier, ils le laisseraient partir. Ils l'ont pas fait. Là, j'avoue que bon, je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont opérer, mais vous voyez, ne serait-ce que là-dessus, on a dit 136 millions actuellement, presque 137 de budget pour l'an prochain. Imaginons que tu renonces à Bagley, tu renonces à Kennard et que tu prolonges Aldama. Bon, voilà, t'auras pas non plus les tonnes d'espace, quoi, pour le coup. Donc voilà, c'est un peu un problème et on en vient aussi à, en fait, on retrouve ce côté, quelles sont les velléités des dirigeants et des propriétaires par rapport à payer la taxe ou pas. Je pense que le cas de Marcus Smart nous a bien montré que non, pas tant que ça, on veut pas. Et là où c'est dommage, c'est que encore une fois, il y a tous ces mécanismes de construction d'équipe qui sont un peu particuliers, qu'il faut non pas maîtriser, mais qu'il faut un peu comprendre au moins qu'il y a un budget salarial, mais qui n'est pas un hard cap, qui n'est pas un budget que tu n'as pas le droit de dépasser du tout. Il y a des manières de le dépasser. Il y a des manières. En prolongeant tes propres joueurs, par exemple. Et en effet, tu as le droit d'avoir une masse salariale au-delà de ce qu'on peut appeler la limite du salary cap, pour le coup. Et d'ailleurs, en fait, quasiment tout le monde est au-dessus de cette limite. Mais c'est précisément ça, le point principal, c'est que tout le monde, en tout cas toutes les très bonnes équipes, sont au-delà de la limite du salary cap. Vous savez, il y a on a même mis en place du coup le premier apron, le second apron, qui sont encore deux limites en plus au-dessus du salary cap. Et plus tu dépasses, plus tu es puni. Mais il n'empêche que les gens sont là-dedans. Vous prenez Boston, ils sont totalement là-dedans. Et comment est-ce qu'on fait pour y arriver ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir à ce point beaucoup de joueurs et pour avoir à ce point beaucoup de salaires ? En fait, il y a une notion de rétention de valeur qui, pour moi, est primordiale en NBA. C'est-à-dire que Boston, ok, ils ont dépassé en prolongeant Tatum ou Brown ou je sais pas qui, mais en fait, ils sont largement au-dessus du salary cap. Et je pense qu'ils vont le rester. Alors peut-être pas à long terme, mais ils vont le rester. Et c'est pour ça que, en fait, au final, entre guillemets,
Boston opère avec une beaucoup plus grande masse salariale que d'autres équipes. Parce que Boston, à force d'avoir fait des échanges, prolongé tel joueur, etc., certes, ils ont dépassé de beaucoup, mais ça veut dire que concrètement, ils opèrent avec, je sais pas moi, j'ai pas la somme exactement devant les yeux, mais c'est quoi? C'est 190 millions de masse salariale réelle. Et forcément, avec 180 millions, tu peux t'offrir plus de joueurs. Ouais, c'est ça, 193 pour cette année. Avec 193 millions dans ton salary cap, bah, tu peux t'offrir plus de joueurs et de bons joueurs qui ont des plus gros salaires que quand tu opères avec 130, évidemment. Mais le problème, c'est que tu peux pas dépasser comme tu veux. Et surtout, une fois que tu as dépassé, il faut savoir y rester. Et donc, c'est là-dessus où cette notion de rétention de valeur est importante. Une fois que tu es au-dessus du cap, bon, tu vas être taxé en termes de vrais dollars. Tu vas payer des taxes, des amendes, tout ce que tu veux, d'accord. Si tu y restes trop longtemps, tu vas perdre un choix de draft, etc. Mais en fait, une fois que tu es au-dessus du cap, il faut savoir le rester. Or, pour moi, le cas de Marcus Smart, c'est précisément un non-sens en termes de rétention de valeur. Parce que en fait, tu l'as échangé contre un Bagley que tu ne vas pas garder, qui t'a pas aidé court terme, mais que tu l'as surtout échangé pour pouvoir obtenir en échange un Bagley que tu vas couper et rester au niveau du salary cap ou pas loin, pour ne pas payer la taxe. Alors qu'en fait, c'est là où c'est frustrant, c'est que, bon, si vous voulez, je peux vous faire un peu le détail. Ja Morant, il est à combien? J'ai perdu la page. Où est-elle? Hop, Ja Morant, il est à 39 millions l'an prochain. Bon, classique pour une star. Desmond Bane a signé un gros contrat, il sera à 36, 37 l'an prochain. C'est pas scandaleux. Et en plus, t'as cette anomalie où Jaren Jackson est payé 23 millions à peine l'an prochain. C'est un des meilleurs contrats de NBA, hein, je pense clairement. En termes de rentabilité, c'est fabuleux. Mais ok, après, t'as Clark qui a 12 millions. Bon. Conchar qui a 6 millions. Zach Edey, contrat rookie, pour l'instant, qui a 6 millions. Vince Williams, Jay Huff, Scottie Pippen, J.J. Jackson, enfin que des petits contrats. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en fait, il aurait fallu être au-dessus du cap et y rester. Et échanger un tel contrat avec un autre gros contrat. Et d'ailleurs, regarde ce que font un peu Boston. Boston, ils vivent au-dessus de leurs moyens, mais ça leur permet d'avoir plein de bons joueurs. Et je pense qu'à terme, si ce n'est l'été prochain, peut-être l'été d'après ou en février prochain, un mec comme Jrue Holiday, qui est au-dessus des 30 millions, il va être, on va le flip, quoi. On va le rééchanger contre autre chose. En fait, on va pas laisser le contrat se finir, arriver à terme et perdre la valeur. C'est un peu cette idée. C'est en ça que je parle de rétention de valeur. Il y a un peu ce truc où, avant que le contrat ne se finisse et que la valeur sportive ou même salariale se finisse, tu le rééchanges contre quelqu'un qui est encore sous contrat. Le meilleur exemple, c'est l'an dernier, Terry Rozier et Kyle Lowry. Kyle Lowry qui était en fin de contrat, hop, on l'échange contre Rozier parce qu'il a plus d'années de contrat. Et donc, ça nous permet de garder un contrat plus long et de rester au-dessus de... Enfin voilà, d'avoir un contrat à rééchanger par la suite. Alors que sinon, 3 mois plus tard, Kyle Lowry, il partait et c'était fini. T'avais tout perdu. Parce que, faut dire ça aussi, imaginons Boston laisse partir un Jrue Holiday. Alors je dis n'importe quoi parce que c'est pas vrai, hein, mais imaginons Boston, si Jrue Holiday était en fin de contrat là cet été, c'est pas le cas, mais imaginons, ok, tu dis bon, ben, on l'échange pas, ces 30 millions, ça s'évapore, cool, on redescend de 30 millions. Oui, mais tu peux pas signer quelqu'un à la place. Tu peux pas, parce que même sans le contrat de Jrue Holiday, t'es au-dessus du salary cap. Donc, en fait, juste tu redescends en termes de taxes, mais ça te permet pas de signer quelqu'un d'autre. Donc, c'est en ce sens que la notion de rétention de valeur est énorme. Et c'est en ce sens où c'est exactement l'inverse de ce que fait Memphis. Memphis qui, les bons joueurs, les gros contrats, les contrats de taille moyenne, les échange contre du contrat finissant, en fait. Hein. Alors, j'ai plus exactement en tête qu'est-ce qui s'était passé pour chaque cas particulier. Alors, non, je crois que Dylan Brooks, c'était une free agency. Anderson aussi, je crois, mais voilà, même là-dessus, il y a des free agents, ils auraient pu s'aligner et garder ces free agents à l'époque, et ils l'ont pas fait. Et donc, au final, on a une équipe qui végète, qui reste autour de ce côté, autour du budget salarial, autour de la somme fixée, sans trop dépasser pour pas payer de taxes, mais qui du coup se permet pas de garder ces mecs, les prolonger, quitte à ensuite les rééchanger contre d'autres mecs à salaire équivalent, mais plus intéressants pour telle ou telle raison, telle ou telle caractéristique, etc., etc. Ça, on fait pas côté Memphis. Donc, il y a un peu ce côté où, si tu fais pas ça, en fait, tu vas rester avec une force de frappe plus limitée, quoi. Et donc, finalement, c'est quoi le futur? Est-ce que, alors, chaque année, il y a un peu des exceptions. Alors, je sais pas exactement, peut-être ils auront cette année une exception, genre à 10-12 millions pour signer je crois que c'est la biannuelle exception ou des trucs comme ça, mais
c'est quoi la marge de progression de cette équipe, vu déjà le fait qu'il y a 3 gros contrats, ou en tout cas 2,5. Comment on fait, quoi? Comment on fait? Est-ce qu'on re-signe Aldama, sachant qu'il va peut-être demander un plutôt gros chèque, hein, je pense entre 15 et 20 millions, et ça serait pas choquant. Je vois pas la marge de manœuvre. Alors que si on avait gardé un Marcus Smart, qui aurait toujours été sous contrat l'été prochain et l'an prochain, peut-être que Marcus Smart, on aurait pu le réchanger, alors soit le refaire jouer, soit sinon le réchanger contre un autre mec à 20 millions pour l'an prochain, et tu aurais eu un mec à 20 millions. Là, tu vas laisser le contrat de Bagley est fini, tu vas le couper ou renoncer à ses droits, et la valeur s'évapore. Tu ne l'as pas retenu, la valeur s'évapore. Vous voyez un peu le côté Memphis qui aurait gardé Smart, aurait eu un joueur en plus et un contrat en plus. Là, c'est pas le cas. Donc, tout ceci est un peu frustrant, hein, pour le coup. Mais bref, on va pas en faire plus sur salary cap, c'est pas non plus intéressant à ce point. Tout ça pour dire que je vois pas une marge de manœuvre si grande que ça pour l'été prochain. Alors peut-être, hein, il y a des contrats de taille moyenne, genre Clark. Est-ce qu'il faudrait pas échanger un Brandon Clark qui est à 12 millions? Peut-être, mais Clark plus un Conchar qui est à 6 millions aussi. Est-ce que ça fait un petit package? Tiens, d'ailleurs, Aldama, est-ce qu'on pourrait pas aussi organiser un sign and trade? C'est-à-dire, il signe un free agency quelque part, mais en fait c'est à moitié un échange et on reçoit un truc en échange, sign and trade. Bref, mais il y a pas tant que ça de marge de manœuvre, et je sais pas à quel point. Alors Butler voulait pas venir. Ça, c'est un peu un problème. Mais à quel point c'est aussi Memphis qui a pas trop osé le faire, parce que ça s'est vu, hein, à l'époque, Kawhi voulait pas aller à Toronto. Toronto a quand même fait le trade, et je pense qu'ils s'en mordent pas les doigts, quoi. Donc je sais pas à quel point Memphis a vraiment été agressif pour le coup là-dessus. Je sais pas à quel point c'était des raisons sportives, vestiaires, ou alors justement financières, mais Memphis était en position de faire un trade pour Butler, avec les 20 millions de Smart, avec plus les 13 de Clark, plus Conchar, etc. Ils l'ont pas fait. À quel point est-ce une erreur? À quel point c'est pas un autre virage qui a été loupé? Peut-être. Mais c'est vrai que là, en l'état, on se demande un peu comment est-ce qu'on peut arriver à combler toutes les brèches de cet effectif. Est-ce qu'encore une fois, on compte sur, je sais pas moi, sur un Scottie Pippen pour qu'il explose encore plus, tout en étant payé un peu de... Il est quoi? Il a encore à 2 millions l'année sur encore 3 ans. C'est une aubaine assez incroyable. Jalen Wells aussi, qui a un contrat rookie, qui est un vrai titulaire, qui va être payé 2 millions à peine l'an prochain et encore sur 3 ans. Ok, c'est génial. Mais est-ce que vraiment on peut s'attendre, pour que l'équipe passe en step, à ce que Wells ou J.J. Jackson ou Vince Williams fassent un step-up énorme? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Zach Edey fasse un step-up énorme et un jour atteigne le niveau, je sais pas, All-Star ou l'NBA? Ça paraît pas probable à court terme, en tout cas. Donc l'un dans l'autre, voilà, je vais pas me répéter, mais les velléités des propriétaires de pas vouloir payer la taxe font que on peut pas jouer sur le toujours plus de salaire, rétention de valeur, rééchanger, etc. Et plutôt que d'avoir gardé Dillon Brooks, de s'être aligné pour le garder, d'avoir gardé Anderson, d'avoir gardé un Melton, ou de pas avoir échangé, je crois que c'est un trade Melton à l'époque, de pas avoir échangé, de garder Smart, on a laissé partir tout ça, pas de rétention de valeur, on laisse s'échapper tout ça, et on se retrouve aujourd'hui avec « Ah mince, on est bloqué !» On est bloqué, hein, on a donné nos contrats à nos jeunes, hein, ça y est, ils sont plus en contrat rookie, nos jeunes stars, ils sont en gros contrat, et mince, il n'y a plus assez d'argent pour le reste. C'est un peu frustrant. Alors que l'autre modèle, hein, OKC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé 30 millions à Hartenstein, ils ont donné un salaire. Il y avait déjà SGA, il y avait déjà Lou Dort aussi, qui avait un joli salaire, mais ils ont aussi prolongé Caruso, 20 millions. Voilà, ils ont fait des moves comme ça, et ensuite, ils vont pouvoir prolonger Chet Holmgren, Jalen Williams, pour largement dépasser le cap. Mais voilà, OKC, c'est la bonne gestion. OKC, c'est la bonne manière de faire. Boston, c'est la bonne manière de faire. Enfin, bonne. Il y a quand même des taxes à la fin pour le propriétaire, mais vous voyez un peu l'idée. Memphis, pour moi, on a totalement loupé ça, parce que plutôt que jouer sur cette rétention de valeur, on a laissé s'échapper petit à petit la valeur, elle est partie. Et donc aujourd'hui, où, comparé à 2022, tes mecs sont non pas en contrat rookie, mais en contrat 20 ou 30 ou 40 millions, bah tu te dis, mince, ça suffit pas. Ça suffit pas, et on peut pas, à moins qu'on ait encore des rookies, qu'on drafte des rookies qui deviennent très bons, qui soient géniaux, et à moins d'un scénario comme ça, je vois pas de solution pour largement améliorer l'équipe. Donc voilà un peu pour le volet de l'été prochain. On verra comment tout ça se passe pour de vrai, mais je voulais un peu en dire deux mots. Voilà pour cette série. On a parlé un peu tactiquement, on a un peu tout mélangé. La tactique, le projet identité de l'équipe via le nouveau coach, comment tout ça peut se mélanger, plus les retombées en termes de construction d'équipe, de salary cap, etc. Tout ceci va ensemble, il n'y a pas l'un sans l'autre, évidemment. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et de voir ce que feront les Memphis Grizzlies l'été prochain, l'été 2025.